Radio à vous l'été, la voix de la résistance du peuple togolais. Amis auditrices, auditeurs de Radio Canal K et de Radio à Voleté, bonsoir et merci de nous être fidèles à nos émissions Phénomène de l'Afrique et la voix du peuple sur Radio à Voleté. Vous l'aurez constaté, nous n'avons pas commencé cette édition par notre générique habituel. Que d'émotions et de tristesse nous animent ce soir. La diaspora togolaise et notamment celle de Belgique vient de perdre un grand combattant pour la liberté. Mouta Amorin Wakilou Gigli est passé de vie à trépas. L'information nous est parvenue ce samedi matin 19 février 2022. Durant toute sa vie et depuis son exil forcé en 1992 en Belgique, donc 30 ans d'exil forcé, Mouta Wakilou Amorin Gigli a combattu avec rigueur et intégrité le régime dictatorial de Gnassingbé père et fils. Mouta Wakilou Amorin Gigli n'est plus de ce monde, mais ses idées et son esprit combatif restera jamais gravé dans la mémoire des Togolais. Mouta est mort, mais il vit encore. Réécoutons l'une de ses interventions lors de l'émission La Voix du Peuple sur Radio à Voleté, consacrée aux 31 ans du soulèvement populaire du 5 octobre 90. Pour nous, la date du 5 octobre est la fin de la dictature au Togo. C'est le jour de l'insurrection populaire généralisée. Ce n'est pas le jour des élections, ni des négociations, ni des tables rondes. Ce jour, le peuple togolais, comme un seul homme, sans opposant historique, sans opposant véritable, a dit non à l'arbitraire. Le peuple a choisi la voie de l'insurrection pour obtenir le changement et non l'alternance au sommet de l'État. Le peuple a choisi la voie de l'insurrection face à l'injustice, face au non-droit, face à la dictature. Le peuple a choisi l'insurrection populaire. Aujourd'hui, 31 ans après, il faut réactualiser ce qui a été fait il y a 31 ans. Et notre peuple en est capable si on le laisse faire. Et oui, citoyennes et citoyens togolais, l'homme est resté égal à lui-même jusqu'à sa mort. Mouta Wakilou Amorin Gigli repose en paix. Puissions nous retrouver dans le livre d'or des grands combattants de la liberté qui ont marqué ce monde. Mouta, va rejoindre ton créateur que tu as tant servi. Blow blow lo, minamio blow blow la gbeme. Non viens nous tu non viens nyonu. Ameka gwenenye la fetolan kume ne le goima aleka. Blow lo, minamio blow blow la gbeme. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La voix du peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La voix du peuple. Eh bien, auditeurs de Radio Canal K de Radio à Voleté, après cet hommage rendu
à notre frère et ami Mouta Amorin Gigli, retrouvons notre débat citoyen sur le thème les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO. Qu'en pensent certains citoyens togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État? Nous en débattons avec nos invités qui vont nous accompagner en ligne depuis Lomé et dans la diaspora. Et vous qui nous suivez sur le 3xwradioavouleté.com, restez à notre compagnie en toute résistance. Merci de nous être fidèles. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. Radio Avouleté. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Avouleté. Radio Avouleté, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais. www.radioavouleté.com, www.canalk.ch. Débat citoyen sur Radio Avouleté. Les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO. Qu'en pensent certains Togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État? Eh bien, nous accueillons nos invités qui sont déjà en ligne. D'abord, on accueille en ligne depuis Lomé, Philbert Sassou Atisso. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos et merci de me recevoir dans cette émission. Merci également à vous. Vous êtes président du parti politique Togo Autrement. Vous êtes écrivain et consultant en communication. On va rappeler quand même deux de vos livres. Le premier d'abord, de l'unité africaine de Nkrumah à l'Union africaine de Kadhafi. Ce livre est paru en 2008 aux éditions Harmattan. Et le deuxième, Le mal togolais, quelle solution, paru en 2015 aux éditions Harmattan. On accueille depuis son lieu d'exil Olivier Mapoko. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Olivier Mapoko est ancien commandant de la gendarmerie en exil depuis bientôt 8 ans. On accueille ici même dans la diaspora Urokura Malik. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs branchés sur Radio Canal K, Radio Avouleté. Merci de m'avoir invité. Urokura Malik est activiste politique et membre de la diaspora togolaise en Belgique. Et avant d'entamer ce débat citoyen, parlons un peu d'actualité. C'est justement suite aux multiples coups d'État de ces dernières années en Afrique. Le Togo organise en avril 2022 une conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest, avec justement l'appui de l'ONU. Et l'événement sera une occasion pour les parties prenantes d'examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et le pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à l'extrémisme et au terrorisme. Alors cette rencontre a également pour objectif de réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste et de rester mobilisé face à ce fléau pendant et après les transitions politiques. Et ce rendez-vous de Lomé, selon des informations, sera aussi un cadre de réflexion sur les réformes possibles, sur les actions et mandats des opérations des casques bleus afin de mieux les adapter aux besoins réels des populations et aux défis sécuritaires de la région du Sahel. Eh bien, nous avons donc introduit vous également et nos auditeurs sur cette conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et avec l'appui de l'ONU. Et avant d'entamer ce débat, je l'ai dit, on va relancer, on va voir la réaction de l'homme politique qu'est Philbert Sassou Atisso. Quelle est votre réaction sur cette conférence, Philbert Sassou Atisso? Ben oui, Sylvain Amos, nous avons reçu l'information, comme tout le monde, que le Togo organise une conférence de haut niveau sur le thème les transitions politiques en Afrique de l'Ouest et la lutte contre le terrorisme. Normalement, c'est une bonne chose parce que cette conférence cadre bien avec l'actualité du moment. Vous savez que les récents coups d'État qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest pose en effet le problème des transitions. Comment faut-il faire pour passer des régimes de coups d'État, qui sont des régimes illégitimes, donc des régimes illégaux, à
des régimes démocratiques. Donc, il faut passer par des transitions. Comment organiser ces transitions? Je crois que c'est une question cruciale sur laquelle il est important de réfléchir. Et puis, la seconde chose, c'est que le terrorisme, qui était à une époque récente encore un phénomène confiné dans le Sahel, fait une progression vers les pays de la côte, les pays du Golfe de Guinée. On a appris les récents attentats qu'il y a eu au Bénin, avant en Côte d'Ivoire et récemment aussi au Togo. Donc, la question du terrorisme est également une question d'actualité sur laquelle il est important que les décideurs se rassemblent pour trouver une solution. Maintenant, la conférence qui va se tenir au Togo, je crois que ça va être au mois d'avril, est une bonne chose, mais à condition que ce soit une conférence qui pose les vrais problèmes. Comment faire pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest organisent des transitions qui débouchent sur des régimes véritablement démocratiques? Parce que ce n'est pas que dans les pays où il y a eu des coups d'État qu'il faut instaurer des transitions. Dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest où les processus de démocratisation des 30 dernières années ont périclité en fait, tous ces pays-là ont besoin d'organiser une transition. Maintenant, si ces transitions-là vont déboucher sur de véritables contrats sociaux, où on va redéfinir la façon dont il faut gouverner ces pays-là, avec ce qu'on appelle la bonne gouvernance, avec ce qu'on appelle l'instauration d'un état de droit, et des régimes qui véritablement portent les aspirations des populations. À ce moment-là, on peut dire que ça va être une bonne chose. Et également, là, sur la question du terrorisme, il faut qu'il y ait une réflexion de fond pour trouver les bons leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour combattre le terrorisme. Parce que tout le monde est d'avis pour reconnaître que la seule question sécuritaire, la seule question militaire ne peut pas venir à bout du terrorisme. Donc il faut des réflexions de fond pour rechercher les sources et les causes du terrorisme et savoir comment faut-il combattre le phénomène efficacement. Donc le sommet du Togo, la conférence du Togo est une bonne chose et je pense que les questions que cette conférence pose doivent nous mobiliser. Et au-delà de nos divergences politiques et de nos désaccords, les gens doivent se mobiliser pour faire de cette conférence quelque chose qui, à mon avis, va dans l'intérêt de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont des problèmes parce que les processus de démocratisation des 30 dernières années ont périclité. D'accord. Mais Fulbert Sassou Atisso, quel crédit peut-on accorder à cette conférence organisée par le Togo, un pays coutumier des coups d'État militaires, constitutionnels, institutionnels, électoraux? Non, moi je ne crois pas que l'espace dans lequel on organise cette conférence est le problème. Je suis d'accord que le Togo est un régime que nous critiquons, que nous combattons, qui n'est pas démocratique, mais la conférence dont on parle, qui porte sur un thème crucial qui concerne tout le monde, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous savons tous que le terrorisme est un problème mondial, est un problème qui concerne l'Afrique de l'Ouest en priorité, parce que le terrorisme avance du Sahel vers la côte, il faut le combattre. Ce problème-là doit nous mobiliser au-delà de nos différences et de nos différends. La question également des transitions doit nous mobiliser au-delà de nos différences et de nos différends. Maintenant, si on veut s'en tenir à l'espace dans lequel on organise cette conférence, à savoir le Togo, il y a à redire. Je suis entièrement d'accord, mais moi je pense que pour une fois, la thématique ou le thème nous appelle à aller au-delà de la critique des acteurs politiques. Voilà comment je vois les choses. D'accord. On peut comprendre votre réaction par rapport à ce sommet sur les transitions politiques, comment combattre le terrorisme dans le Sahel, justement en Afrique de l'Ouest. Sommet appuyé donc par l'ONU. Et là, on va quand même entamer le débat proprement dit.
les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO, qu'en pensent certains citoyens togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État. Alors, commandant Olivier Mapoko, en 1963, le Togo a connu le premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest et depuis près de 54 ans, le Togo, où l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir, n'a pas connu d'alternance. Les grandes manifestations populaires n'ont pas réussi non plus à faire fléchir le pouvoir de Gnassingbé, dira-t-on. Alors l'armée peut-elle constituer la solution, comme c'est le cas maintenant au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, commandant Olivier Mapoko? Oui, Amos, merci pour la question. Avant d'aborder la question, j'aimerais dire un peu le monsieur Fulbert. En fait, la conférence que le Togo va animer en avril, moi, je pense que, en fait, notre pays n'est pas qualifié pour organiser ce genre de conférences. On peut tout dire. Parce qu'en matière de démocratie, le Togo est trop loin. J'aurais aimé que l'ONU puisse choisir un autre pays comme le Ghana, le Bénin, le Nigeria, où la démocratie est actuellement forte. Donc le Togo n'est pas un exemple. Et je voudrais que vous le sachiez avant d'aborder la question des coups d'État. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir si l'armée togolaise peut être une solution. Du moment où les grandes manifestations populaires n'ont jamais réussi à faire fléchir le pouvoir dictatorial de Faure Gnassingbé. Oui, c'est une question d'actualité avec les coups d'État qui se passent dans certains pays. Est-ce qu'au Togo, avec tout ce que nous avons traversé, les manifestations gigantesques n'ont pas pu faire fléchir ce régime? Est-ce que l'armée togolaise peut être une solution? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui si nous, les Togolais, nous laissons de côté certaines considérations et nous mettons la pression sur l'armée, qu'elle soit entièrement une armée du Nord ou composée de plus de 80% de cadets, cela va arriver. C'est incontournable. Lorsque les populations seront dans la rue, des milliers de personnes dans la rue, avec les pancartes pour demander à l'armée d'intervenir, si nous sommes déterminés, si nous sommes constants, cela va se faire. Parce que nous qui étions dedans, nous savions que lorsque les populations ne sont pas derrière vous, si vous êtes dans l'armée, les populations ne sont pas derrière vous et vous chassez le régime en place, c'est un gros problème. Donc, si la population elle-même demande que les militaires interviennent et que cela se passe, je pense que même sur le plan international, il y a des condamnations, mais les gens vont vers ces militaires pour en savoir plus, parce que ces militaires ont le soutien du peuple. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Guinée et au Burkina. Mais au Togo, par contre, les populations sont dans la rue depuis des années, les militaires n'interviennent pas. La question, il faut se poser la question, pourquoi cela se passe ainsi au Togo? Parce que au niveau du haut commandement militaire, entre-temps, j'avais dit dans une émission que il faut absolument que la hiérarchie militaire ne se sente pas redevable au chef de l'État. C'est important. Lorsque la hiérarchie militaire se laisse embobiner, on le met dans la poche, il y a un problème. Lorsque les militaires, même s'ils sont, la plupart, s'ils sont même du village du président, et qu'ils ont les informations, et que la population fait tout pour que les informations leur arrivent. Je voudrais au passage rappeler que dans les années 92-93, ce sont les tracts, des tracts qui ont ébranlé l'armée togolaise. Et cela a débouché
à une attaque nocturne contre le domicile de Yadema. Les militaires qui ont agi en ce moment n'étaient pas entièrement du sud. La plupart venaient du nord. Donc, si nous, au niveau de la population, nous faisons tout pour que les militaires nous écoutent, même si ces militaires nous frappent tout le temps, il faut garder la pression sur eux. Parce que la situation togolaise, elle est une situation inédite. La population fait tout, mais les militaires n'agissent pas. D'accord. Parce qu'à un certain moment, les militaires, bon, je dirais que ils sentent que la population n'est pas avec elle. La population n'est pas avec l'armée togolaise. De même que l'armée n'est pas avec la population. Il n'y a pas de complicité entre les deux entités dans notre pays. Donc les militaires se disent que si nous agissons, les populations seront contre nous. Alors maintenant, il faut le leur demander. Puisque en 1966, c'est ce qui a mené Yadema même au pouvoir. En novembre 1966, ce sont les populations qui sont descendues dans les rues et l'armée a profité pour chasser Gruniski. Après quelques mois, Yadema s'est installé. Il s'est installé, il connaît ce que c'est que la force militaire. Il a passé par la ruse, il a passé par, je ne sais pas comment qualifier ça, pour endormir tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a mis pratiquement toute son ethnie au sein de l'armée. Et c'est ce qui a été son bouclier dans les années 90. D'accord. Avant de relancer... Donc, maintenant, il faut absolument que la population reprenne la rue et demande à l'armée d'intervenir. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Ben, il faut quand même rappeler qu'au Mali, au Burkina Faso, tout comme en Guinée-Conakry, sauf si nous n'avons pas ces informations-là, les populations n'ont jamais appelé l'armée à la rescousse. Hein. Je pense que ce sont ces armées elles-mêmes qui ont pris leurs responsabilités. Avant de donner la parole à Ouro Koura Malik, activiste politique, membre de la diaspora togolaise, on va quand même relancer Philbert Sassou Atisso encore une fois. Justement, vous avez écrit un article sur ces coups d'État militaires, surtout en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Vous l'avez bien expliqué. Comment comprendre ces coups d'État-là? Là, le peuple togolais aussi veut une alternance au sommet de l'État. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que l'armée peut-elle constituer la solution comme ce fut le cas au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso? Philbert Sassou Atisso. Oui, vous savez que le commandant Olivier Amand est un ancien militaire. Bon, il était gendarme. La gendarmerie est classée dans les forces de défense. Donc, il sait de quoi il parle. Je crois qu'il a peut-être oublié de dire que l'armée togolaise a quand même des spécificités qui font qu'elle est un peu différente des autres armées. Quand on parle des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, la configuration de ces armées-là est un peu différente de la configuration des FAT, des forces armées togolaises. Bon, ceci dit, moi je pense que si c'est seulement la rue qui devait appeler l'armée à intervenir pour déposer un régime illégal, ça aurait été fait au Togo depuis longtemps, puisque s'il y a un pays dans lequel la rue a vraiment grouillé, où les populations ont vraiment battu le pavé, c'est au Togo. Mais sauf que les populations ne l'ont pas clairement affiché leur ambition de demander à l'armée d'intervenir. Non, on ne demande pas à l'armée d'intervenir, parce que le rôle de l'armée n'est pas d'intervenir dans la vie politique. Tout à fait. Quand vous visitez les constitutions de tous les États, en l'occurrence la constitution du Togo, l'armée n'intervient pas dans la vie politique. Le rôle régalien de l'armée, c'est d'assurer la défense du territoire. Et Olivier Amand, c'est quelque chose quand une fois il a fait cette allusion-là. Je suis d'accord que l'armée, dans la Constitution, n'est pas appelée à intervenir. Mais lorsque il y a des problèmes cruciaux, et que le pays va dans le gouffre,
Mais l'armée qui est pratiquement un trait d'union entre les hommes politiques et la population, l'armée qui est censée protéger tout le pays, lorsque le pays va dans un gouffre, l'armée est obligée d'intervenir. Ce n'est écrit nulle part, mais ce qui est, et ce qui doit être. D'accord. Voilà. Lorsque le pays est dans une turbulence extrême et ça risque d'exploser, mais tous les militaires ou les pays qui n'ont pas anticipé, les militaires dans certains pays n'ont pas anticipé sur certains événements. Ces pays ont sombré dans la guerre civile pendant une dizaine d'années. D'accord, on va laisser Fulbert Sassou Atisso continuer quand même à aller au bout de son développement, puisque s'il faut parler sans langue de bois, les militaires au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso disent la même chose. Ils disent, nous avons écouté les lamentations, les pleurs de nos populations. Fulbert Sassou Atisso. Ah là là, je pense que on l'a perdu, mais avant de le retrouver, on va quand même relancer Oro Koura Malik. Donc, non, je pense qu'il est déjà là. Fulbert Sassou Atisso, je pense qu'on vous a perdu un petit peu. Vous nous suivez maintenant, Fulbert Sassou Atisso? On a du mal. Alors, on va plutôt relancer Oro Koura Malik. Vous avez suivi en début d'émission Fulbert Sassou Atisso, que vous connaissez très bien, commandant Olivier Amaponko. Quelle est votre réaction? On l'a dit, il a réussi un coup d'état militaire dans l'espace CEDEAO. Qu'en pensent certains Togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État? Oro Koura Malik. Oui, merci pour la question. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler par rapport à la conférence qui va être organisée au mois d'avril au Togo sur les transitions, le terrorisme. Je crois que le Togo n'est pas bien placé pour pouvoir organiser ce genre de sommet parce que le Togo n'est pas un pays de référence en matière de démocratie et puis autres. Voilà. Bon, peut-être qu'on en parlera beaucoup plus. Par rapport au coup d'État, je vais essayer de suivre un peu la voie du commandant Olivier Ama en disant ceci. Effectivement, le Togo a connu plusieurs coups d'État. Et donc, c'est un coup d'État qui a porté le général Eyadema au pouvoir le 13 janvier 1967. Et quand Eyadema a pris le pouvoir, il est important de rappeler un peu la manière dont le général Yacine Eyadema avait fondé son armée. D'abord, l'armée togolaise, à l'origine, a été effectivement mise en place par le général Eyadema quand il a pris le pouvoir. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Les officiers qui n'étaient pas, entre guillemets, du Nord, je refuse d'utiliser souvent les termes Nord et Sud, mais je vais être obligé de les utiliser. Donc, Eyadema avait essayé donc d'écarter progressivement par le système d'exclusion les officiers et sous-officiers qui étaient issus donc du Sud, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas du Nord, donc, mais qui étaient du Sud. Donc on dira que c'est une incitation à l'ethnocentrisme, mais c'est juste l'histoire que j'essaie de raconter. Et comment Eyadema faisait? On demandait à tous ceux-là qui étaient sous-officiers et officiers, avant que le général Eyadema ne prenne le pouvoir, donc de quitter l'armée. En quelque sorte, on les réformait. Et on leur demandait donc de soumettre un nouveau dossier de réintégration au niveau de l'armée, au sein de l'armée. Et il fallait étudier ces dossiers. Et donc, dans ces dossiers-là, bon nombre d'officiers du Nord, qui ne sont pas issus du Nord, étaient progressivement écartés par le système d'exclusion suite à une faute militaire. Et ce système stipulait quoi? C'est-à-dire que après donc ton exclusion, on peut te réintégrer. Même si on te réintègre, on trouvera toujours un moyen de te refouler après. Et il y avait un staff qui était là, c'est-à-dire un conseil militaire qui devait donc prendre des décisions sur ceux-là qui devraient être réintégrés ou alors ceux-là qui ont été réintégrés et qu'il fallait trouver d'autres alibis pour pouvoir les faire partir. C'était sans équivoque. Tous ceux qui étaient considérés comme persona non grata n'étaient plus acceptés. Donc, par le régime Eyadema, c'est comme ça que le régime Eyadema a pu s'entourer de ces fers de village. Et pour masquer cela,
il a fait un mélange d'un pourcentage faible des autres ethnies. Bon, vous connaissez un peu l'histoire. Ainsi, Yadema était alors par un mécanisme de psychothérapie collective considéré comme le père des militaires. Un père reste un père. Et ce n'était pas possible de trahir son père. Donc, à son décès, on a vu ce qui s'est passé le 5 février 2005. En dehors de tout ça, il y a la pactisation avec la famille Gnassingbé qui a pris le dessus de tout intérêt général de la nation et de la protection du peuple togolais. Aujourd'hui, l'instauration d'une pauvreté au grade majeur et la richesse exacerbée de ceux qui sont proches de fort font que chaque officier togolais espère lui aussi un jour atteindre le commandement d'un régiment pour s'enrichir, ce qu'ils appellent chef-corps. Or, normalement, moi je trouve ça stupide. Tout le monde veut devenir chef-corps pour pouvoir s'enrichir. Il y en a qui deviennent chef-corps et puis après, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 1 an, allez, on le garde quelque part. Il y a l'exemple du colonel Yordik Pacha qu'on a débarqué donc du Air-Bras récemment. Il fallait comprendre parce que on le soupçonnait donc de vouloir faire un coup d'État un jour, puisque le monsieur n'était pas d'accord sur certaines décisions que le chef d'état-major actuel prend sur les traitements qui sont réservés à ces éléments. Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, revenons donc à notre sujet. Donc, les enfants et les petits frères de ceux qui sont officiers et sous-officiers deviennent aussi progressivement officiers et sous-officiers. Et ces gens-là, c'est comme une sorte de continuité. Donc, ceux-là qui avaient supporté Eyadema, maintenant leurs enfants supportent aussi le fils. Vous pensez que ces gens-là vont penser et vont chercher à déposer le régime? Puisque c'est une sorte d'hérédité. Et ce sont les mêmes personnes qui sont là. D'accord. Maintenant, je vais quand même terminer en disant ceci. 30 secondes. Et à présent, il y a des informations qui nous parviennent. Des informations selon lesquelles même nos frères Kabylie, ils sont exténués de cette misère. Et ils commencent par murmurer. C'est justement ce qui a valu récemment le prêt masqué, ils appellent ça comme avance de salaire, sous le nom de 13e mois. D'accord. Maintenant, si vous allez remarquer cette agitation de ces gens-là qui ont décidé de recenser tous les officiers en enregistrant leur numéro et email afin de pouvoir mieux les espionner. Ça a commencé récemment. D'accord. Ils ont enregistré le numéro de ça. Oui, mais je vais quand même ajouter une chose. Un coup d'État, comme l'a dit mes prédécesseurs, c'est un renversement donc de pouvoir par une personne investie d'une autorité de façon illégale, bien sûr, mais ça dépend. Lorsque les intérêts d'un pays sont en jeu, lorsque l'intégrité du territoire est en jeu, l'armée est en droit de réagir pour réinstaurer. D'accord. Voilà. D'accord. On va. Exactement. Merci, Oro Kouramale, que je pense que tout est bien maintenant au niveau de Lomé avec Philbert Sassoua Tissot. Vous nous suivez, 5-5 Philbert Sassoua Tissot. Philbert Sassoua Tissot, vous nous entendez? Je pense qu'il y a un petit souci à votre niveau. Oui, je vous reçois, Sylvain Exactement. Amos. Vous étiez sur silence, donc on l'a dit, hein, vous avez suivi l'intervention de Olivier Mapoko et de Oro Kouramale. Entre-temps, on vous a perdu, mais je l'ai dit en début d'introduction de ce débat citoyen. Comment comprendre ces coups d'État militaires? Vous-même, vous l'avez développé. Pourquoi les militaires sont intervenus au Mali? Et pourquoi les militaires guinéens sont intervenus également en Guinée-Conakry pour chasser Alpha Condé et le même cas s'est produit également au Burkina Faso? Comment comprendre ces coups d'État militaires? Et justement, le Togolais lambda veut comprendre pourquoi dans mon pays, c'est qu'en 4 ans de pouvoir d'une seule famille, ils disent ça suffit. Est-ce que l'armée peut-elle aussi venir à la rescousse de cette population? Comment comprendre ces coups d'État militaires? Oui, je disais tantôt que quand vous prenez les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État récemment, notamment au Mali, en Guinée et dernièrement au Burkina Faso, la configuration des armées de ces pays-là est très différente de la configuration de l'armée togolaise. Tout à fait. Moi, je suis mal à l'aise de vouloir parler de l'armée parce que généralement, l'armée est un sujet tabou
on n'en parle pas. Mais c'est bien que Malik ait fait l'historique. Justement, on n'en parle pas, C'est pourquoi on organise cette émission sur Radio Avolté, pour qu'on explique mieux la situation. Pourquoi l'armée ne peut pas, entre guillemets, aider le peuple togolais qui, pendant longtemps, a manifesté dans les rues. On l'a dit, les grandes manifestations n'arrivent pas à faire fléchir le pouvoir au Togo. Oui, c'est pour ça que je dis que quand vous prenez les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État récemment, l'armée a récupéré des mouvements populaires, les aspirations populaires, pour renverser ces régimes-là que les populations étaient en train de contester. Et j'ai dit que si cette situation devait intervenir au Togo, ça l'aurait été déjà en 2017, avec les grandes manifestations que nous avons connues. Donc, il est évident que l'armée togolaise est différente. Bon, maintenant, comment comprendre les coups d'État qui se passent en Afrique de l'Ouest? Moi, je crois que c'est ça qui est important. Il faut faire une réflexion pour vouloir comprendre un peu les phénomènes de coups d'État. C'est qu'en réalité, les processus de démocratisation que les pays africains ont installés à partir de 1990 avec la contestation des régimes de dictature, ces processus de démocratisation ont périclité. En réalité, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, ce sont des régimes qui sont installés par des élites politiques souvent corrompues, qui ont bafoué toutes les règles de la démocratie. Il n'existe pas d'état de droit dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les élections sont manipulées, les libertés publiques et individuelles sont confisquées. Vous savez ce qui a pu se passer avec le coronavirus, où on a tiré prétexte de cette pandémie-là pour interdire la jouissance des libertés. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Et donc, face aux dérives des régimes qui se disent démocratiques, qui ont été installés à partir de 1990, et face à la contestation des populations vis-à-vis de ces régimes-là, il est important que la force la plus organisée dans un pays, qui est l'armée, puisse intervenir. D'accord. Moi, j'ai été faire des consultations dans la plupart des pays. Quand vous voyez, par exemple, le régime de Ibrahim Boubacar Keïta, c'était complètement à volo. Il s'était complètement corrompu, son fils, les élites qui bouffaient, il n'existait rien, le président était en mauvais état de santé, il ne pouvait pas travailler. Donc l'armée est intervenue à juste titre pour signer un coup d'arrêt à tout ça. En Guinée, vous avez vu comment Alpha Condé a manipulé la constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Fulbert Sassou-Atisso, est-ce que le Togo n'est pas dans la même situation pour que l'armée intervienne? Le Togo est dans la même situation, mais le contexte du Togo est différent. Et je crois que les autorités togolaises elles-mêmes se plaisent à le dire, que le Togo est un pays différent. Donc, la configuration de l'armée togolaise, qui est une armée à majorité de l'ethnie de ceux qui sont au pouvoir depuis un certain temps, donc il est difficile d'envisager dans ce cas-là que l'armée puisse intervenir, même s'il est vrai que nous ne sommes pas dans un régime d'une seule ethnie. Ce n'est pas, on ne peut pas confondre la manipulation ethnique qui est faite par le régime à un régime d'une seule ethnie. On a dit tantôt qu'il y a des Kabyais qui souffrent. Donc, ce n'est pas les Kabyais qui sont en cause, c'est un régime qui est en cause. Mais le problème, c'est que la configuration de l'armée ne permet pas d'arriver à la situation que nous connaissons aujourd'hui dans d'autres pays. D'accord. Comment comprendre les coups d'État qui ont cours? C'est simplement que les processus de démocratisation ont dérouté. Il y a une déviance de ces régimes-là et il est important que la force la plus organisée dans le pays intervienne pour remettre la vie politique à l'endroit. Je crois que c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ce n'est pas plus compliqué à comprendre. D'accord. Commandant Olivier Mampoko, je pense que vous avez bien suivi Fulbert Sassou-Atisso qui a bien expliqué la situation, comment comprendre les coups d'État au Mali,
en Guinée et au Burkina Faso, et on parle justement de l'armée togolaise. Vous êtes un ancien commandant de la gendarmerie, et certains Togolais estiment que l'armée elle-même a besoin d'être libérée, alors surtout avec l'avènement de milices espions en son sein, selon nos informations. Alors, commandant Olivier Mapoko, dans cette condition, une solution militaire est-elle d'avance vouée à l'échec? Oui, Amos. Bon, avant de venir sur cette question, je suis d'accord avec Malik et Fulbert par rapport à l'armée togolaise, qui est une armée particulière. Voilà. Je voudrais faire une petite nuance en disant que, vous voyez les forces spéciales de la Guinée. Ces forces spéciales sont composées pratiquement en majorité de Malinké. Et aujourd'hui, ce sont ces forces spéciales qui ont fait partir le président Condé. Donc, au Togo, ce n'est pas quelque chose qui est absolu, que ça ne peut pas se passer. Je voudrais rappeler aux gens que en 2001, le colonel Bitenoué a été arrêté parce qu'il préparait un coup d'État. Voilà, le colonel Bitenoué, il est de Pia. Et il faut que les gens comprennent que ce dont souffrent les gens au sein de l'armée togolaise. Moi, quand j'étais dans l'armée, j'ai parlé plusieurs fois, les gens le savent. J'avais une autre conception de l'armée. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont des gens qui se cultivent, qui ont une autre conception de l'armée. Voilà. J'ai été beaucoup sensibilisé par les journaux. Je lisais beaucoup les journaux en ce moment. Ce qui a même transformé mon esprit, c'est ça, c'est la lecture. Et aujourd'hui, nous avons remarqué qu'au niveau de l'armée togolaise, les gens n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens pour lire, ils n'ont pas les moyens pour chercher, pour faire des recherches. Ils n'ont pas le temps, les gens de la garde présidentielle, par exemple, ils n'ont pas le temps. Mais comment créer l'événement? Mais l'événement peut se créer. Quand la garde présidentielle sera en ébullition, la FIRA prend la relève, le Airbras, ainsi de suite. Comment créer l'événement? C'est ça le problème. Il faut sensibiliser. Il faut continuer par sensibiliser les gens. Et je regrette que aujourd'hui, il n'y a plus de tracts dans les casernes. Dans les années 90 jusqu'à 95, on en a souffert, les tracts. Le matin à 6 heures, que toi, militaire, tu veux ou pas, tu vas lire. Et c'est ça, petit à petit, qui a transformé les esprits des gens. Quand vous voyez au niveau de la primature en 91, il y avait des cabiers qui étaient dans la sécurité rapprochée de Kofigo, qui sont morts. Tout à fait. Commandant Olivier Mapoko, je ne vous coupe pas, vous avez tout à l'heure fait allusion à la Guinée-Conakry où vous avez dit que les Malinké sont majoritaires dans l'armée en Guinée-Conakry, mais pourtant, je pense que Mamadi Doumbouya est Malinké. Donc vous pensez que les Kabyais aussi peuvent comprendre la situation que vivent les populations pour, entre guillemets, les sauver? Absolument. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Quand j'y étais, il y avait des gens comme moi. Il y en a plusieurs. Mais seulement, ce qui fait peur, c'est que les gens ils ont cette phobie de se parler ou de parler de ça pour que les gens puissent créer un réseau au sein de l'armée. Et je me dis que si la sensibilisation continue, cela va se créer. Cela va se créer. Voilà ce qui se passe. Je vais aller droit au but. Allez-y. Dans la rue, 1 million de personnes avec des pancartes qui demandent à l'armée d'agir. Dans cette situation, les populations ne sont plus seules. Les populations ne sont plus seules. Donc, si je comprends bien, vous voulez que les populations demandent ouvertement à l'armée de leur venir au secours. Le cas du Togo est différent. Il faut que les populations le fassent. C'est ce qui est difficile à faire, puisqu'il y a des gens parmi nous qui disent que, voilà, les militaires, c'est des Kabyais,
c'est les frères du président, c'est les cousins du président. Oui, ils sont là, les frères, ils sont là. Mais il faut continuer la... Mais aujourd'hui, si on appelle ouvertement les militaires à intervenir, pourquoi le régime même arrête les gens qui appellent les militaires individuellement? Pourquoi Agbéomé, il s'est adressé aux militaires? Fort a réagi. Ovi Katakoué, elle est en prison à cause de ça. Moi-même, en 2013, quand j'ai fait l'appel aux militaires, on m'a envoyé à Mango. Pourquoi le régime est allergique à ça? Parce que c'est là-bas, c'est là qu'il y a que c'est le cœur même du régime, l'armée togolaise. Mais il faut que la population puisse changer l'état d'esprit des gens. En faisant quoi? En les appelant ouvertement. En les appelant ouvertement. Et maintenant, les autres forces extérieures vont faire la pression sur l'armée pour agir. Ils iront dire au président que, mais vous êtes notre frère, mais nous sommes désolés. Nous sommes obligés d'agir. On est obligé de vous sacrifier pour l'intérêt général. D'accord, on a compris. Il faut pousser. Il faut pousser, il faut provoquer. D'accord. Mais si on ne fait rien, ça profite au régime. Les militaires sont exclusivement gardés par le régime. Mais si la population agit dans ce sens, je pense que, quel que soit Alpha, l'armée va se diviser. En tout cas, je ne pense pas que cette émission, elle a pour objectif d'inciter à la violence ou appeler l'armée à la révolte quand même. Hein. C'est une émission de sensibilisation puisque l'armée togolaise fait partie intégrante également de la population civile. Hein. Alors, Ouro Koura Malik, vous qui avez beaucoup d'informations sur l'armée togolaise, et selon des informations, 95% des militaires sont originaires du nord du Togo. Et vous ne voulez pas parler du nord et sud, mais il faut qu'on en parle également. 95% des militaires sont originaires du nord du Togo, sinon sont entre guillemets cabiais. Alors on parle d'une armée clanique, une armée entre guillemets familiale. Alors les populations du nord du Togo sont-elles au moins mieux traitées, nourries que ceux du sud? Ouro Koura Malik. Oui, Sylvain Amos, avant d'en arriver là, je voulais également placer un mot sur ce que le commandant Boko a dit. Il a parlé donc du collègue Bitenoué qui a voulu organiser un coup d'État en 2001. Je voudrais aussi citer l'exemple du colonel Djoua, qui est aussi de Pia, qui avait voulu aussi organiser dans les années 90 un coup d'État. Et qu'est-ce qui s'était passé en ce moment? Le colonel Djoua avait déjà placé 16 éléments de la garde présidentielle à leur poste. Il attendait juste que le général Yadema sorte donc du camp hérité où il résidait pour venir à l'Omé pour qu'il puisse l'arrêter. Mais force est de constater que le jour-là, le général n'était pas sorti. Le général n'était pas sorti. Apparemment, il y a peut-être eu une taupe ou bien quelqu'un qui a lancé l'alerte au général. Donc, c'est dire que des fois, c'est comment exécuter ce que nous voulons faire qui pose problème. Il y a des gens qui ont peut-être des intentions, mais comment concrétiser cette intention-là qui est difficile? Donc, qui va taper sur sa poitrine et prendre le devant? Le courageux, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il est là quelque part, il cachait, mais pour le moment, la personne n'est pas là. Comme le disait le commandant Boko, les cabiers, ils sont nombreux dans l'armée. Ils peuvent faire le travail à condition que quelqu'un prenne le devant. Mais il y a toujours des gens dans les rangs qui sont prêts à aller saboter juste pour avoir des grades. Le lieutenant-colonel Chamier qui dirige actuellement le GILAD, qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est lui qui rapportait de beaucoup de choses sur Bacha Nyasingbe qui était à l'époque ministre de la Défense. Or, c'est Bacha Nyasingbe qui a fait de lui un officier. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de problèmes qui font que actuellement, c'est pas facile. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça viendra. On n'est pas là, le but n'est pas d'inciter l'armée à faire un coup d'État, mais si les conditions se posent pour que l'armée vienne à la rescousse du peuple, mais pourquoi pas? Si l'armée veut répondre aux aspirations populaires, mais pourquoi pas? Le Togo a soif de l'alternance depuis au moins 58 ans. Maintenant, pour revenir à la question, les populations du Nord, mais l'ancien ministre de la Sécurité... Est-ce qu'elles sont bien traitées, mieux nourries que celles du Sud? Non, vous avez déjà la réponse, M. Sylvain Amos. L'ancien ministre de la Sécurité, le commandant Boko avait dit... Puisque c'était Togolais, disent que c'est la population du Nord qui soutiennent quand même ce régime.
Non, c'est faux. C'est-à-dire que, premièrement, les histoires de Nord, de Sud, tout ça là. Aujourd'hui, toutes les ethnies sont réparties un peu partout sur le territoire togolais. Si nous prenons le cas de Daï, par exemple, il y a beaucoup d'ethnies kabyles qui sont largement représentées à Daï, d'ailleurs à Baskabois. À Baskabois, il le dit ouvertement qu'il a grandi là-bas, son papa aussi, et tout ça. Donc, il y a beaucoup de Kabyles qui sont là-bas. Vous allez à Takpamé, il y a beaucoup de Kabyles qui se réclament originaires d'Atakpamé. Vous voyez, vous allez dans la région centrale, quelque part vers Sokodé, il y a des Kabyles qui se disent aussi autochtones de la région. Vous voyez, maintenant, je voulais parler donc du ministre de la Sécurité, M. Boko. Je salue même déjà son courage pour avoir démissionné en 2005, voyant donc le massacre qui se préparait. Mais M. Boko avait dit ouvertement que l'électorat du régime ne fait même pas 10%. Maintenant, les 10% là, est-ce que les 10% là sont représentés au nord? Non, je dirais non. Les 10% là sont répartis un peu partout, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais ceux-là qui souffrent le plus, mais si vous allez au Togo, vous verrez que déjà, de Lomé jusqu'à Tchévier, au moins vous verrez des infrastructures, de belles maisons, tout ça. Mais à partir de, je sais pas, Agbelouvé, en allant vers Dapao, mais vous ne verrez pratiquement rien. Il n'y a que des petites maisons, des jolies maisons des gens du régime, donc, des préfets, des députés. Les populations du Nord souffrent comme celles du Sud. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais ils souffrent même plus. Je vous dis, à partir de Tchévier ou à partir d'Agbelouvé, en allant jusqu'à Saint-Cassé, si vous voyez les gens qui sont bien, qui mangent très bien, c'est que ces gens-là sont affiliés aux dirigeants, aux soi-disant dirigeants du régime. RPT Uni. On va conclure. Oui. Donc la souffrance, elle est là, elle est visible sur tous les fronts. D'accord. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'accord. Donc dire que les gens qui soutiennent sont plus au nord, non. Ceux qui soutiennent, actuellement même, j'allais même oublier, ceux qui soutiennent plus le régime du RPT Uni, mais Sylvain Amos, si vous regardez bien, ce ne sont pas les gens qui sont au nord, hein. Ah oui, même quand vous allez au niveau de la presse, ceux-là, les journalistes qui soutiennent plus le régime, ils ne sont pas originaires du nord, hein. Ils ne sont pas des Kabyles, ni des Kotokoli, ni des Bassar, ou tout ça là. On a compris votre réaction. Ce sont des largement, voilà. Donc, on a compris. On va bientôt conclure. Avant de conclure l'émission, je vais relancer Fulbert Sassoua Tissot. Je le disais, il est président du parti politique au Togo autrement, écrivain, essayiste, consultant en communication. Hein, vous êtes un acteur politique aguerri. Hein, vous avez connu la C14 même avant cela. Hein, donc, vous avez bien suivi Olivier Amapoko, Urokura Malik. Hein, ils disent la même chose. Hein, nous devons appeler d'une manière stratégique l'armée au secours, entre guillemets. Alors, si vous avez publié un livre en 2015, Le mal togolais, quelle solution, ce livre est paru en 2015 aux éditions Harmattan. Alors, vous avez décrypté comment comprendre les coups d'État militaires au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso. Le Togo vit la même situation. Alors, vous l'avez écrit vous-même, Le mal togolais, quelle solution, Fulbert Sassoua Tissot? Oui, il est important aussi de revenir un peu sur les arguments des prédécesseurs. Tout à fait. Qui sont de bons arguments, mais la nuance que je voudrais apporter à l'argumentaire du commandant, c'est que dans le principe, on n'appelle pas l'armée à intervenir dans la vie politique. Je n'ai vu ça nulle part, parce que même dans les révolutions qui ont été conclues par la prise du pouvoir par l'armée, par exemple à l'époque des bolcheviks, c'est l'armée qui est intervenue tout seul après que les mouvements populaires aient atteint un certain niveau. En tout cas, je ne vous coupe pas. On connaît bien le Togo. On ne veut pas vous créer des problèmes. L'émission n'est pas faite pour inciter l'armée à faire un coup d'État, mais nous expliquons le cas au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso inspire des peuples africains comme le peuple togolais. Oui, c'est justement pour ça que je voudrais dire le principe. Le principe, c'est que lorsque les populations sortent dans la rue et qu'elles désavouent le régime, elles résistent jusqu'à un certain niveau,
L'intrusion de l'armée pour déposer le régime qui est contesté vient de soi. Mais le peuple togolais l'a fait. Il y a des millions de Togolais qui ont manifesté en 2004, depuis 2005. Hein, on l'a vu, même au temps fort de C14 hein, et au temps fort de Tikpi Atadam également. Le peuple togolais se pose la question, que devons-nous faire? Que doit-on faire encore plus? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Ce que nous devons faire, c'est de continuer la mobilisation populaire. Moi, je pense qu'il n'y a que la mobilisation populaire qui puisse faire tomber un régime. Parce que même les coups d'État que nous sommes en train d'évoquer, ceux qui se sont passés dernièrement dans ces pays-là, sont intervenus après de grandes mobilisations populaires. Donc, au Togo, la solution, c'est la résistance populaire. Je pense que ce que nous avons fait en 2007, en 2017 et qui a conduit à la C14, bon, il y a eu des erreurs. Pourquoi sommes-nous parvenus finalement à négocier avec le régime, puisque nous savons qu'avec ce régime-là, aucune négociation n'est possible. Il n'est pas envisageable du tout. Donc, il faut s'inscrire dans la résistance populaire. Et aujourd'hui encore, il faut continuer le travail de mobilisation des populations pour arriver à ce que nous avons connu au Mali, à d'autres endroits, au Burkina Faso et en Guinée, des situations qui ont conduit à cette intrusion militaire que nous évoquons. Donc, mobilisation, je crois que c'est la solution. Il n'y a pas de solution magique à imaginer là tout de suite et personne ne peut le dire. Même l'intervention des militaires dans la vie politique, c'est une contingence. Personne ne la prévoit. Donc, les populations doivent rester mobilisées. Les partis politiques doivent être plus sérieux, doivent s'entendre, doivent réaliser leurs unités, si tant est qu'ils recherchent la même chose pour mobiliser les populations. Et quand les populations seront mobilisées, Sylvain Amos, nul doute que tôt ou tard, eh bien, les régimes de dictature tombent toujours. Donc, le mal togolais, c'est que, en réalité, les partis politiques ne font pas leur travail, les partis politiques ne s'entendent pas entre eux, les acteurs politiques de l'opposition se combattent entre eux, alors qu'ils devaient rechercher leur unité, mobiliser la population, amener la population à la résistance, et la solution se trouve dans la résistance populaire. D'accord. On va voir si commandant Olivier Mapoko vous donne raison avant de conclure ce débat. Hein, pour Philbert Assouadisso, il faut toujours continuer cette mobilisation. Oui, mais nous, on sait très bien que le peuple togolais s'est mobilisé, hein, massivement mobilisé. Tout comme en Guinée-Conakry, hein, les Togolais ont plusieurs fois répondu à l'appel de l'opposition, même si l'opposition entre guillemets divisée. Donc les populations sortent toujours massivement, mais c'est l'armée qui sort, les mate, les tue. Et en même temps, vous pensez qu'on doit demander l'armée au secours, venez nous aider. Mais Philbert Assouadisso n'est pas d'accord avec vous, commandant Olivier Mapoko. Oui, la mobilisation. Et au Burkina, les gens se sont mobilisés. Je voudrais dire à Philbert qu'il y a des gens au niveau du Burkina qui ont sollicité l'armée ouvertement, surtout la veille même du coup d'État. La dernière manifestation, les gens ont demandé ouvertement. Vous savez, le coup d'État était sur les lèvres au Burkina. Et je dirais même plus d'un mois. Jusqu'à même le colonel Soungrana a été arrêté pour ça. Malgré ça, les militaires ont continué à mijoter cela et ils ont profité de la mobilisation, de la dernière mobilisation, où certains appelaient même les militaires ouvertement. Et après l'intervention, immédiatement, la photo d'Amniba, la photo était sur les réseaux sociaux. Mais voilà. Commandant Olivier Mapoko, quand on parle du cas togolais, hein, on estime, ou bien certains estiment que l'armée elle-même elle a besoin d'être libérée. C'est le cas togolais, pas le burkinabé. Non, l'armée togolaise a besoin d'être libérée, oui, mais il faut créer l'événement pour que
ceux qui sont des taupes, comme l'a cité mon frère Koura, ceux qui sont des taupes, ceux qui veulent des galons, ceux qui font du zèle pour faire des comptes rendus à tout moment, ceux-là qui veulent être des chefs-corps pour s'enrichir. Voilà, lorsque l'événement sera créé, ces gens-là, ils sont pas nombreux, ils seront les militaires, les soldats les connaissent. C'est comme en 91, en 91, quand il y a eu des mutineries dans quelques casernes, mais Tidjani, le général Tidjani est passé par le Bénin pour arriver à Lomé. Le colonel Lawani a appuyé Nipurman. Les militaires, les soldats connaissent ces officiers-là. Quand l'événement est créé, en 2-3 mouvements, on les maîtrise. Voilà. D'accord. D'accord. Donc, au niveau de ce que je vais encore ajouter, au nom, les populations souffrent. Les populations souffrent même plus que les gens, les populations du Sud. Mais pourquoi ils soutiennent, certains disent, bon, ils soutiennent aveuglement. Il y a quelque chose aussi qui se passe que les gens ne savent pas. Ces gens-là ne sont pas informés. Ils n'ont aucune information. Dans le Nord, c'est la radio, seule la radio Kara qui travaille dans le Nord. Qui est une radio vous pensez que les populations du Nord sont vraiment manipulées? Il y a une partie qui est manipulée. Il y a maintenant, avec les réseaux sociaux, une partie de la population du Nord est informée, mais il faut avoir les moyens pour payer les mégas, les forfaits. C'est ce qui est aussi difficile pour la population du Nord. Oui, sinon je veux dire quelque chose aussi par rapport à ça. Oui, on va. Allez-y. On va conclure, hein. On va conclure ce débat. Oui. Vous aurez, Urokura Malé, vous aurez suffisamment de temps pour réagir et conclure en même temps ce débat citoyen. Hein. On le redit encore une fois, hein. On se connaît très bien au Togo. Apologie de crime, on colle ça tout le temps. Maintenant, on n'organise pas ce débat pour dire à l'armée togolaise de faire un coup d'État. Non, pas du tout. L'armée togolaise, l'armée est une institution, mais elle fait partie intégrante aussi de la population. Donc, on parle du cas malien, du cas burkinabé, du cas guinéen, qui inspire les Africains, les Togolais notamment. On l'a dit, ces coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO, qu'en pensent certains citoyens qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État. Que direz-vous, Urokura Malé, pour réagir en même temps et conclure ce débat citoyen? Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à la paupérisation donc des populations du Nord. Effectivement, au Nord, les gens sont sous-informés. Et il y a la manipulation qui est là-bas présente pratiquement au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont un peu partout, qui travaillent avec les préfets, avec les CB, avec les chefs-corps, qui sont implantés donc dans ces zones-là. Par exemple, vous allez à Sokodé, vous allez à Kara, à Dapao. Donc, ce sont des gens qui rapportent tout. Donc, au préfet, au chef-corps, au CB, et qui sont là à surveiller tout le monde. Les gens n'ont même pas... Même au sein de l'armée, revenons au sein de l'armée. À l'époque, je pense que maintenant, il y en a encore. Quand on te voit, toi, un militaire, en train de lire une presse internationale ou une presse privée, mais tu es considéré comme un opposant. Le commandant ne me démentira pas. Ou alors tu donc la peur règne au sein même de l'armée togolaise. Mais bien sûr, on te voit en train d'écouter la radio internationale, par exemple RFI, mais on te considère en même temps comme un rebelle, un opposant. Mais le commandant, pourquoi ne me démentira pas? Maintenant, par rapport aux populations, les gens sont sous-informés. Mais il y a également la manipulation. On tient les gens tout le temps. Si tu veux, par exemple, manifester ou alors aller dire quelque chose contre l'autorité, le préfet ou tout ça là, on te maîtrise directement. Hein? Donc, tous ces problèmes-là sont là. Maintenant, au Togo, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, plus de ceux l'ont déjà dit, il faut continuer la mobilisation populaire. C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que la souveraineté appartient au peuple. Et chaque citoyen en détient une part. Mais quand nous parlons de citoyens, les militaires en font partie. Ils sont des citoyens aussi.
juste qu'ils ont l'uniforme, ils portent l'uniforme, les autres sont des civils parce qu'ils ne portent pas l'uniforme, mais ils sont des citoyens aussi togolais. En tout cas, je pense que les militaires maliens ont dit la même chose, hein. On l'a dit en début d'émission, ils disent pratiquement la même chose, hein. Nous avons écouté les cris de détresse de nos populations. C'est pour ça que nous voulons rétablir l'ordre. Bien sûr, Sylvain Amos, le Togo a besoin actuellement d'un héros. Il a besoin actuellement d'un euro. C'est ce qui nous manque c'est ce qui nous manque depuis au moins 58 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vouloir mourir pour quelque chose et qui ne meurt pas. Hein? Quelqu'un qui va faire un travail qui va marquer le peuple togolais. L'alternance au sommet de l'État et la libération de tout un peuple. Je parle du peuple civil comme militaire. L'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous rappelle ceci. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Le Togo ne mourra pas. Le Togo ne mourra pas. Malgré ce régime-là qui tient le pays d'une main diabolique. Le Togo ne va pas mourir. Mais les militaires togolais doivent cesser de subir. Ce n'est pas une incitation à la révolte, mais c'est une sorte de travail de moralisation que nous faisons à l'endroit de nos frères et sœurs militaires. Ce sont nos frères et sœurs, après tout. Mais ils souffrent plus que nous, M. Sylvain Amos. Il y a des gens qui ont des difficultés pour pouvoir finir le mois avec leur salaire. Les militaires. Les locations. Les militaires. Les maisons maintenant à Lomé et périphérie, mais c'est pas à moins de 12 000 francs CFA. Mais un militaire, un soldat de deuxième classe, à combien? Il a 45 000 francs CFA. En tout cas, Fulbert Sassou-Ati cela dit hein, que peut-être que les militaires sont prêts à aider le peuple, mais il faut que les hommes politiques soient aussi organisés, bien ordonnés. Il faut que la population aussi s'organise comme il faut, hein, faire des manifestations de grande envergure. J'ai écouté ceci donc de la bouche d'un officier un jour. Il me disait, mais vous pensez que les officiers aussi n'ont pas besoin de changement? Ils veulent aussi le changement. Mais quand vous voyez ce que ces politiciens veulent là font, mais ça laisse à désirer. Fin de citation. Ça c'est entre parenthèses. Pour revenir aux militaires togolais, je leur demande de cesser de subir. Il faut résister, car nous sommes dans un désastre et nous nous dirigeons vers le chaos total. Hein? Ce sont les Français, un général français qui disait aux armes, citoyens, formez vos bataillons pour chasser l'ennemi. L'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est le système. L'ennemi c'est le système RPTUD qui nous tient dans la pauvreté, qui nous tient dans la terreur, qui nous tient dans la souffrance. D'accord. Malik, merci. Absolument. Merci. Oui, vous allez réagir. Juste ajouter quelque chose pour dire aux militaires togolais que lorsque ils ont de maigres salaires, le PIB du Togo, le produit intérieur brut du Togo, en 2021, fait combien? 5,1 milliards de dollars. Tout à fait. Au même moment, il y a dans une banque en Suisse 4 000 milliards. Voilà. Cachés là-bas. Sans compter les intérêts. Sans compter. Donc, 8 milliards de dollars, alors que la richesse même du pays est de 5 milliards. Mais la richesse d'une famille dans une banque qui crée des problèmes aujourd'hui est de 8 milliards de dollars. Mais est-ce que les militaires togolais vont continuer par subir avec de maigres salaires, avec une armée qui n'a pas d'hôpital militaire? Ils n'ont pas grand-chose. D'accord. On les utilise. Commandant Olivier Mampoko, vous avez la parole. Est-ce qu'ils vont continuer comme ça? Exactement. Je vous demanderai de conclure l'émission. Vous pouvez vous adresser également aux populations togolaises du sud ou du nord. Du sud et du nord également, puisque on parle du sud et du nord, on dit que oui, ce sont les gens du nord qui soutiennent ce régime dictatorial, c'est ce qui se dit au Togo, et on sait très bien que l'armée, entre guillemets, elle est clanique au Togo, l'armée, elle n'est pas républicaine, c'est ça, on l'a dit plusieurs fois, plus de 95% de l'armée
il y a que sont que des cabiais, c'est une vérité. Donc ce qui fait que certains disent que oui, c'est une armée familiale. Donc que direz-vous pour conclure ce débat? Ce qui se passe au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso veut également inspirer les populations togolaises qui veulent ou bien qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Oui, pour conclure, je ne vais pas dire grand-chose. Seulement, je voudrais qu'au niveau de la population, que les gens tentent, que les gens essayent, que les gens provoquent. Parce qu'on dit souvent qui ne risque rien n'a rien. Voilà. Lorsque les Togolais seront dans la rue, 100 000, 200 000, 1 million, quelqu'un écrit sur un papier, nous demandons à l'armée de sauver le peuple. Voilà, je pense que le régime ne va pas arrêter tout le monde et mettre en prison. Il faut que les gens osent d'une manière nombreuse. Il faut aussi. Pour éviter que les gens soient arrêtés. Voilà, il faut provoquer. Donc je dirais à tous les Togolais de faire en sorte que les informations aillent au niveau de l'armée, de faire même si c'est possible des tracts envers les militaires et leur demander à des occasions de mobilisation. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup. Commandant Olivier Abampoko, je rappelle que vous êtes ancien commandant de la gendarmerie nationale. Hein? Vous êtes en exil depuis bientôt 8 ans. Merci également à Ouro Koura Malik, activiste et membre de la diaspora togolaise. On va également relancer Philbert Sassou Atisso qui nous accompagne également dans ce débat citoyen en ligne depuis Lomé. Et Philbert Sassou Atisso, que direz-vous pour conclure ce débat? Vous l'avez écrit vous-même, hein, votre livre, hein, je le répète, hein, Le mal togolais, quelle solution? Donc, quelle approche de solution? Que devons-nous faire? Vous avez parlé de la population qui doit continuer à se mobiliser. Vous avez aussi parlé des hommes politiques. Hein. Vous êtes également homme politique et vous avez parlé de division. Vous avez parlé même du sérieux au sein même de l'opposition qui peut quand même donner un déclic ou bien à l'armée togolaise de réfléchir un petit peu si l'armée togolaise peut quand même faire la même chose au Mali, en Guinée-Conakry, tout comme au Burkina Faso. Alors vous avez expliqué également comment comprendre ces coups d'État militaires au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Alors merci Sylvain Amos de nous avoir invités dans ce débat qui a été assez riche. Les arguments des uns et des autres sont très enrichissants. Et je te félicite aussi pour le travail que tu fais dans des conditions que je connais, qui sont très difficiles. Alors, moi, je suis un acteur politique et par rapport à ça, j'ai du mal à parler vraiment de l'armée. Et tu l'as dit tantôt que le sujet n'est pas d'inciter l'armée à faire des coups d'État ou à s'introduire dans le débat politique. Mais ce que je constate et que je l'ai écrit la dernière fois, c'est que les processus de démocratisation qui ont été amorcés en Afrique à partir de 90 vont à volo. Parce que ces processus de démocratisation ont consisté en un contrat social qui devait amener nos pays à la démocratisation, avec à la clé la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, un certain nombre de choses, la séparation des pouvoirs, la reconnaissance d'une opposition, l'alternance politique, le pouvoir doit tourner. Quand on prend par exemple le Togo, le pouvoir est confisqué depuis des années. Donc toutes choses qui font aujourd'hui que les processus de démocratisation ont échoué. Maintenant, que faire? L'éternelle question de Lénine. Ce qu'il faut faire, c'est que les forces vives de la nation doivent s'organiser pour empêcher les régimes de dictature qui sont là de conduire les pays vers la dérive. C'est ce qui s'est passé avec les coups d'État que nous connaissons. Et nous souhaitons également que dans d'autres pays qui connaissent la même situation, où les processus de démocratisation sont en train de péricliter, que les forces vives s'organisent pour siffler le coup d'arrêt, pour réengager ces pays-là dans la voie de la démocratie véritable, pour que les populations qui sont en train de souffrir dans nos pays-là trouvent un léger mieux. Et c'est le cas aussi pour notre pays parce que
la charité commence d'abord par soi-même. Nous devons parler de notre pays, le Togo. Le Togo est bloqué. Le Togo est en grande difficulté. Les forces vives, y compris l'armée, doivent évaluer la situation pour faire en sorte que le coup d'arrêt soit sifflé pour que nous réengageons ce pays dans une véritable transition qui remette le pays à l'endroit, qui réinstalle une véritable démocratie avec une bonne gouvernance, avec le respect des droits de l'homme, le respect des libertés publiques, un état de droit qui puisse permettre à nos pays de vivre mieux. Voilà ma conclusion pour ce débat. En tout cas, merci beaucoup Fulbert Sassou Atisso. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Togo Autrement. Vous êtes écrivain, essayiste et consultant en communication. Je vais rappeler quand même, deux de vos livres, vous en avez écrit quand même plusieurs. D'abord, le premier que j'ai rappelé en début d'émission, vous l'avez écrit, c'est le livre intitulé « De l'unité africaine de Nkrumah à l'Union africaine de Kadhafi ». Et ce livre est paru en 2008 aux éditions Harmattan. Et le second, Le mal togolais, quelle solution, également paru en 2015 aux éditions Harmattan. Merci à vous, auditrices et auditeurs de Canal K et de Radio Avolete. Merci à vous qui nous avez suivis. C'était pas quand même évident pour nous également, puisque c'est un sujet tabou, mais on a essayé quand même de décortiquer ce sujet. Merci également à vous qui voulez quand même aussi participer à ce débat, puisque vous l'avez dit, Sylvain, ce débat, c'est nous, les Togolais, qui devons le faire parce que ça nous concerne, parce que c'est le peuple togolais. Mais on n'a pas voulu ouvrir l'antenne parce que c'est pas quand même évident d'ouvrir l'antenne pour ce genre de débat quand même. Nous sommes vraiment désolés et on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions sur Canal K, sur Radio Avolete. Mais on n'oublie pas de rappeler encore deux citations. D'abord de Kizerbo, l'historien qui nous disait « Si nous nous couchons, nous sommes dans l'Ara en Sahara ». Et Feu Thomas Sankara nous a toujours rappelé « L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. » Il a renchéri en disant « Seule la lutte libère. » Et c'est pourquoi nous sommes sur Radio Avolete. La lutte continue. Mais avant de prendre congé de vous, je vous propose d'écouter cette chanson intitulée Weekend Brive, Mime Télégbon, de l'artiste engagé Rasli. Eh bien, cette chanson qui en dit long sur la situation sociopolitique délétère que vit le peuple togolais. Merci de nous être fidèles sur le 3xcanalk.ch et sur Radio Avolete. Bon week-end et bonsoir. Radio Avolete, l'esprit patriotique. Weekend Brive. Mim telek bonde, weekend brive, du comme telek bon l'eau. La démocratie chez nous en Afrique, c'est la loi du plus fort. Ou rien. Mi déclole roti, ne du kowo, ne wak bon l'eau. Om telek bon l'eau. Mi déclole roti. Mi déclole roti, ne du kowo, ne wak bon lo. Om telek bonde. Mi déclole roti, ne du kowo, ne wak bon lo. Levez vos genoux du cou de vos peuples. Levez vos genoux du cou de vos peuples. Ôtez vos genoux du cou de vos peuples. Ôtez vos genoux du cou de vos peuples. Affaire de cumul de mandats en Afrique devient un véritable problème. Pourtant les grandes puissances font semblant que ce n'est pas un dilemme. De la démocratie, ils nous ramènent doucement encore vers la dictature. Quoi? Nous devons tous nous lever contre cette forfaiture. Bien sûr. Weekend brive, mime telek bonde. Weekend brive, du comme telek bon l'eau. Weekend brive, weekend brive, weekend brive, mime telek bon l'eau.
can't breathe. Mim tele bonlo. We can't breathe. Mim tele bonlo. We can't breathe. Tout comme tele bonlo. Démocratie en danger, les jeunes fuient le continent. Et le chômage, la misère sont pertinents. Journalistes en danger, certains juste pour avoir dénoncé les pillages et les vols de nos milliards. Mi déclole roti ne du kowo ne wagbonlo om tele gbonlo. Mi déclole roti ne du kowo ne wagbonlo. Mi déclole roti ne du kowo ne wagbonlo om tele gbonde. Mi déclole roti ne du kowo ne wagbonlo. Dirigeants à Pani, ils volent comme des Jakurumani. Ce sont des Akbani, ils volent comme des Jakurumani. Arrêtez de mettre les journalistes, les activistes et les artistes en prison pour des affaires de fauteuil présidentiel. Nyanto Milisea. Maman, mi gâté tout le dos pour eux. Me do no bao nke me do na don jere da du ya we. Papa, mi gâté le quoi l'utile sukuro nkejo. Nyo so na da pan. Nyao. Ngbo so sukura ne fi kudu gali konkola doa. Aw, nyo so an kokoda yo. Par contre, nos dirigeants, leurs femmes et leurs enfants gaspillent l'argent des pauvres contribuables, car ils n'ont de compte à rendre à personne. Le démembrement de l'opposition n'est pas la solution. We can't breathe. Mim tele bonde. We can't breathe. Tout comme tele bonlo. We can't breathe, we can't breathe, we can't breathe. Mim tele bonlo. We can't breathe. Mim tele bonlo. Mais, one day. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple.